Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 14 mai 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 216 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous parler de l'augmentation du salaire minimum au Québec et en même temps, je vais vous parler de l'état général du marché du travail. Ensuite, je vais également aborder la hausse des défauts de paiement sur les prêts auto. Donc, les hausses sont vraiment généralisées partout à travers la province. Et je vais terminer l'épisode avec... En fait, c'est un groupe sur Reddit qui veut boycotter les chaînes d'épicerie Loblaw parce que leurs prix sont trop élevés. Donc, c'est ce que je vais parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite en revenant sur l'augmentation du salaire minimum au Québec. Donc, ça a eu lieu le 1er mai et le salaire minimum qui est maintenant rendu à 15$ et 75$. Et je veux seulement être certain que tout le monde comprend bien qu'il ne faut pas confondre le salaire minimum légal versus le salaire minimum pour réussir à subvenir à ses besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que le taux horaire du salaire minimum, il n'est pas suffisant pour une personne seule. Tu sais, à 15$ et 75$, tu ne peux pas te loger et te nourrir convenablement. Et je pense que tout ça, tout le monde le sait. C'est juste que souvent, le monde va blâmer les entreprises parce qu'ils vont dire que les compagnies ne payent pas leurs employés assez cher, surtout quand c'est des compagnies multinationales qui génèrent des milliards de dollars par année. Mais c'est juste qu'il faut se rentrer dans la tête que ce n'est pas le rôle des entreprises d'offrir des emplois mieux rémunérés. Et là, je sais qu'il y a du monde qui ne m'aimeront pas parce que je dis ça, mais ça reste la réalité, dans le sens que quand tu es en affaires, si tu as une business, ben les salaires, c'est un coût nécessaire pour générer des revenus, mais étant donné que la raison d'être d'une organisation à but lucratif, là je ne parle pas d'un OSBL, le but d'une entreprise, c'est de dégager le maximum de profit. Donc c'est sûr que conséquemment à ça, les compagnies, ils cherchent à payer leur main-d'œuvre le moins cher possible. Et l'équation est simple. En réduisant les dépenses en salaire, ils améliorent leur profitabilité et ils dégagent plus de bénéfices. Mais en même temps, il faut comprendre que les entreprises sont également en compétition entre eux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils se battent pour aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça fait en sorte que les compagnies n'ont pas le choix de proposer une rémunération qui est attrayante pour, un, attirer des travailleurs et deux, ils veulent également assurer une certaine rétention de leurs employés. Ils ne veulent pas que leurs meilleurs employés s'en vont ailleurs. Et si une compagnie aéronautique décidait demain matin d'offrir le salaire minimum à un ingénieur, le gars se tourne de bord puis il va se trouver un autre employeur qui va lui offrir une meilleure rémunération. Et la raison derrière ça, c'est que les connaissances et l'expertise de l'ingénieur, ils ont une certaine valeur sur le marché du travail et malheureusement, pour la main-d'œuvre qu'on pourrait considérer comme non qualifiée, souvent, les travailleurs sans expérience ou sans qualification particulière, pour ces personnes-là, c'est triste, mais leur valeur aux yeux des employeurs, leur valeur, elle est moindre du fait que ils sont plus facilement remplaçables. Et encore là, ça dépend aussi de l'état général du marché du travail. Parce que c'est sûr que quand on est dans une pénurie de main-d'œuvre, à ce moment-là, les compagnies n'ont comme pas le choix d'offrir de meilleurs salaires parce que clairement, il manque de travailleurs et que de l'autre côté, il y a d'autres employeurs qui sont aussi à la recherche d'employés. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche d'une job et qui ont un faible nombre d'offres d'emploi, à ce moment-là, ce sont les travailleurs qui se battent pour les postes. Donc, ça peut être plus difficile à ce moment-là de négocier une plus grande rémunération parce qu'il y a 10 autres candidats après toi qui, eux autres, prendraient probablement le poste au salaire indiqué. Et mon point ici, c'est que le salaire minimum, c'est une loi qui fait en sorte que les employeurs ne peuvent pas te payer plus bas que ça légalement. Et si on revient aux origines du salaire minimum, la première loi qui a été
qui a été faite par rapport à la rémunération au Québec, c'était en 1919 et c'était en fait une loi sur le salaire minimum des femmes. On se rappelle que dans ce temps-là, le droit des femmes, c'était pas tout à fait la même chose pour les hommes. Et dans ce temps-là, on parlait également d'un salaire minimum par semaine. Mais bref, la loi a évolué au fil du temps. Et là, la loi sur les normes du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est officiellement entré en vigueur en 1980 au Québec. Et là, depuis 2016, c'est gouverné par la CNESST. Mais il faut bien comprendre que la loi sur le salaire minimum, c'est pas là pour assurer un niveau de vie convenable aux employés. Et malheureusement, l'augmentation du salaire minimum, même avec 50 cents d'augmentation, ce ne sera jamais suffisant pour améliorer concrètement la situation financière des travailleurs qui sont au salaire minimum. Parce que quand on augmente le taux horaire minimum permis par la loi, on cause indirectement une augmentation des prix d'un paquet de biens et de services parce que, oui, la hausse du salaire minimum, ça touche avant tout les employés au salaire minimum, mais par la bande, ça affecte aussi la rémunération de d'autres salariés. Parce que, par exemple, si tu travaillais à 16$ de l'heure et que le salaire minimum monte de 50 cents, normalement, ton employeur va également t'augmenter de 50 cents pour que toi, tu conserves ton gap entre ton salaire et le salaire minimum. Et bref, l'augmentation du salaire minimum se répand dans l'économie et les prix s'ajustent systématiquement à la hausse pour que les entreprises, en fait, conservent leur marge de profit. Et je vous rappelle ce qui s'est passé en Californie quand ils ont passé la loi pour faire augmenter le taux horaire minimum dans les fast-foods. Et ils l'ont fait monter à 20$ de l'heure. Je vous rappelle que le salaire minimum est à 16$ de l'heure dans l'État de la Californie. Mais bref, sur le coup, les employés dans la restauration rapide étaient bien contents de gagner 20$ de l'heure. Sauf que après ça, il y a eu des coupures au niveau des heures de travail et il y a eu également une vague de congédiements dans l'industrie de la restauration rapide parce que les dépenses salariales coûtaient trop cher. Et ce qui est triste avec ça, c'est que le gouvernement, il peut passer les lois qu'il veut, mais au final, le secteur privé va toujours se réajuster et ça va avoir des conséquences souvent négatives pour les mêmes personnes qu'on voulait aider au départ avec la loi. Tout ça pour dire que l'augmentation du salaire minimum, ça peut avoir l'air d'une bonne nouvelle pour les travailleurs au salaire minimum, mais dans les faits, c'est vraiment, ça se répercute tellement vite dans les prix que au final, ça change réellement pas grand-chose pour la situation financière des travailleurs à ce salaire-là. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du taux de chômage au Canada qui est resté stable à 6,1%, mais au Québec, le taux de chômage continue de monter. Là, on ne parle pas de grand-chose, il a monté de 0,1% et il a fini par atteindre 5,1% au mois d'avril. Et durant les 2-3 dernières années, on parlait d'une pénurie de main-d'œuvre, mais là, on s'apprête à inverser la situation. Dans pas long, avec les compagnies qui retirent les offres d'emploi, on voit déjà ce phénomène-là. Ils font également des congédiements et il y a également un ralentissement des ventes dans les restaurants, dans les magasins et tout ça combiné à une vague d'immigration record, donc une croissance de la population sans précédent, ce qui fait en sorte que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup plus de personnes à la recherche d'une job que d'emplois disponibles. On va constater un taux de chômage qui va être à la hausse et malheureusement, ça va impacter encore plus les jeunes qui vont fraîchement sortir de l'école et qui vont se retrouver en compétition sur un poste avec des candidats qui ont 10-15 ans d'expérience. Déjà, avec les plus récents chiffres de Statistique Canada, on peut constater que le taux de chômage chez les 15 à 24 ans, il a monté à 12,6%, ce qui est le plus haut niveau depuis 2016. Et je vous rappelle que les jeunes de 15 à 24 ans, ça représente environ 40% de la main-d'œuvre dans l'industrie de la restauration et de l'hébergement. Et ça représente également près de 25%
du secteur du commerce de détail. Et en résumé, ça semble déjà être plus difficile pour les plus jeunes de se trouver un emploi que ce l'était l'année passée. Et c'est plate parce qu'en ce moment, peu importe où je regarde, je vois juste des indicateurs de ralentissement économique ou de faiblesse dans le marché du travail. Donc, ça peut vous donner l'impression que je suis le gars le plus pessimiste du Québec puis que j'attends impatiemment l'apocalypse, mais c'est pas le cas. T'sais, si vous réécoutez les plus anciens épisodes, j'ai pas toujours été aussi inquiet par l'économie canadienne. C'est juste que moi, mon approche, c'est de relater les faits, analyser les données qui sont publiques et ensuite, je vous partage mes observations. Et c'est sûr que oui, en date d'aujourd'hui, en 2024, je m'en cache pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui se prépare à l'horizon. C'est en train de se concocter en background. Et je peux pas me dire qu'il va rien arriver quand, en 2020, les taux d'intérêt étaient à un creux historique autour de 0% et que là, 3-4 ans plus tard, on se retrouve avec un taux directeur qui est le plus élevé depuis les 15 dernières années. C'est pour moi, des extrêmes, c'est jamais bon pour l'économie. Et dans tous les cas, j'arrive pas à mettre le doigt précisément sur l'élément qui va être l'étincelle qui va starter l'incendie économique. Mais pourtant, j'essaie vraiment de le trouver là, parce que l'objectif de ça, c'est de me positionner de façon à bénéficier d'un tel événement. Et en fait, j'ai pas le choix de vous parler de ça parce que je me sentirais hypocrite de faire semblant que tout va bien dans mon podcast quand, de mon côté, j'anticipe encore une récession ou une période de stagflation. Et honnêtement, je suis pas en train d'inventer rien. On n'a pas besoin de creuser bien loin pour remarquer les premiers signes de difficultés financières pour les ménages au Québec. Il y a 1 ou 2 semaines, je vous parlais des gens qui vont dans les banques alimentaires. Je vous ai également parlé des soldes sur les cartes de crédit qui atteignent des niveaux records. Et cette semaine, je peux vous donner un autre exemple. Si on se fie aux huissiers de justice, on constate une hausse de 30% sur les remises volontaires de voitures à travers la province du Québec. Et une remise volontaire, c'est quand le huissier il arrive chez vous parce que ça fait 6 mois que tu ne fais plus tes paiements d'auto et que là, tu remets tes clés de ta voiture pour acquitter, dans le fond, ta dette envers ton créancier. Et en fait, le huissier, il récupère ta bagnole, puis après ça, il l'envoie soit à un encan ou soit il retourne au concessionnaire avec qui tu avais signé ton financement. Et à ce moment-là, ton créancier, lui, il efface complètement ta dette et de son bord, il essaie de ramasser le plus d'argent à la vente de ton véhicule. Et moi, je considère qu'on est dans la première phase, c'est-à-dire que là, c'est normal qu'on voie des défauts de paiement sur les prêts auto avant de voir des défauts de paiement sur des versements hypothécaires. Parce que la dernière chose que les gens ne veulent pas payer, c'est l'hypothèque de leur maison. Donc, le monde va être prêt à tout faire pour ne pas manquer un versement hypothécaire, quitte à couper sur l'épicerie, à ne pas rembourser le solde sur leur carte de crédit ou, dans ce cas-ci, ne pas faire le paiement d'auto. Puis, tu sais, ça, c'est juste un élément de la picture qui se rajoute à tout ce qu'on a déjà constaté. Et même en regardant les résultats financiers des épiceries, ça nous indique clairement que les consommateurs ont déjà commencé à changer leur habitude de consommation et ils ont clairement une préférence pour les épiceries à bas prix comme Maxi et Super C. Et à noter que Maxi, ça appartient à Loblaw et que Super C, ça appartient à Metro. Et si on regarde dans les plus récents états financiers trimestriels de Loblaw, on peut voir qu'ils affichent des revenus et des bénéfices qui sont en hausse par rapport à l'année passée. Et au fait, si on fait un comparatif, juste à regarder l'évolution du prix des actions d'Empire, Empire qui possède les épiceries IGA, versus les actions de Loblaw qui détient entre autres Maxi, on peut voir que pour Empire, c'est une baisse qui est considérable depuis le début de l'année 2024, tandis que du côté de Loblaw, c'est le contraire. Le prix fait juste monter. Et je pense que juste ça démontre bien que les consommateurs ont commencé à délaisser leur IGA pour se rendre chez Maxi où
les produits sont généralement moins chers. Et comme je vous dis, il y a une création d'un groupe sur Reddit où que des milliers de Canadiens veulent boycotter Loblaw durant tout le mois de mai du fait que, en fait, ils ont constaté que les prix chez Loblaw sont plus élevés qu'ailleurs et que la compagnie, suite à leurs résultats financiers qui sont publics, ils affichent des résultats très impressionnants et que pendant ce temps-là, il y a du monde qui ont de la misère à se payer de la nourriture. Donc, c'est sûr que ça a créé un émoi. Par contre, il faut garder en tête que Loblaw, c'est l'une des chaînes d'épicerie qui offre les meilleurs prix avec ses magasins Maxi et que la migration importante des consommateurs vers Maxi, c'est justement un des éléments qui a eu un impact sur les revenus et les profits de Loblaw. Et honnêtement, si tu trouves que leurs produits sont rendus trop chers, tu peux faire le choix d'aller faire ton épicerie ailleurs à tout moment. Tu n'es pas forcé d'aller chez Loblaw. S'il n'y avait plus personne qui serait en mesure de se payer leurs produits parce que leur marge de profit est trop grande, Loblaw n'aurait pas le choix d'offrir des prix plus bas. Mais présentement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a encore des clients qui prennent la décision d'aller là au lieu de magasiner ailleurs. Et il ne faut pas oublier qu'en tout temps, n'importe quel commerce, il est en compétition avec les autres. Il n'est pas dans un écosystème à part. Donc, il se bat continuellement pour garder sa clientèle. Donc, c'est sûr que s'il augmente leur marge bénéficiaire, ils s'exposent à perdre des clients qui peuvent se rendre chez un compétiteur. Et là, petit bémol, il y a quand même un manque de concurrence au Canada dans l'industrie des supermarchés, dans le sens qu'il y a seulement 3 gros joueurs. On parle de Empire, Metro et Loblaw. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'avec le secteur des télécoms au Canada. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a juste 3 grosses compagnies qui contrôlent la majorité des services mobiles et c'est Bell, TELUS et Rogers. Bref, oui, il y aurait de la place pour davantage de compétition entre les épiceries, mais déjà, juste le fait que ton voisin peut réduire ses marges pour aller chercher plus de parts de marché, juste ça, ça fait en sorte que tu peux pas exagérer tant que ça sur tes prix. Autrement dit, les prix chez Loblaw sont plus chers, mais tu as d'autres options. Il faut comprendre que Loblaw, la compagnie n'est pas devenue plus greedy du jour au lendemain. C'est une entreprise à but lucratif. Loblaw a toujours cherché à maximiser ses profits. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, tout ça pour dire qu'en tant que consommateur, je peux comprendre qu'on se révolte face à la hausse de leurs revenus et de leur marge de profit quand il y a beaucoup de difficultés financières dans les ménages puis qu'il y a beaucoup de monde qui vont dans des banques alimentaires. Mais au final, c'est quand même nous, individuellement, qui décident où on va faire son épicerie. Donc, si Loblaw s'entête à garder des prix plus élevés pour conserver une marge bénéficiaire qui est plus grande, c'est eux qui vont vivre avec les conséquences de ça. Et on peut déjà voir du côté de Empire, les IGA, qui sont pas reconnus comme étant une place avec des rabais à tout casser. Comme je vous dis, il y a déjà une migration vers les épiceries à escompte comme Maxi et Super C. Donc, le marché va toujours s'ajuster. Boycotter ou non, je pense que naturellement, les choses vont se faire toutes seules. Et c'est seulement d'être conscient que n'importe quelle compagnie, que ce soit une épicerie, une compagnie de pharmaceutique, une banque, n'importe quelle entreprise qui est cotée en bourse, c'est sûr qu'elle est à la recherche d'un maximum de profit. Elle a des comptes à rendre à des actionnaires. Si elle veut des investisseurs, il faut qu'il y ait une croissance de leurs revenus puis de leurs bénéfices. Donc, c'est plate, mais c'est un peu le moteur de l'économie. Et présentement, ça peut créer plus de révolte, ça peut fâcher les gens, puis c'est normal aussi. Mais la game n'a pas changé, les compagnies ne sont pas plus greedy qu'ils l'étaient. Ils ont toujours voulu le maximum de profit. C'est juste que, comme je vous dis, les difficultés dans les finances personnelles des ménages ça met en lumière un peu justement les entreprises qui, eux, réussissent encore à s'enrichir. Et c'est là qu'il y a un triste contraste entre ceux qui ont de l'argent pour investir puis qui deviennent actionnaires et qui bénéficient ultimement de cette croissance-là versus tous les travailleurs à plus faible revenu qui, eux, subissent en réalité tout ça sans pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre.
Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus sur une note un peu négative, mais que tout de même, je prends le temps de vous remercier pour votre écoute. J'espère que vous appréciez le contenu du podcast. Je vous encourage à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.